Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as la forme? Oui, toujours. Tu es confiant quant à la victoire de la France en finale finalement? Bon, en tout cas, ils ont très très bien joué, oui. Effectivement, la France est favorite. Quand on regarde son parcours dans cette Coupe du Monde, elle n'a concédé aucune défaite. Sinon, une défaite face à... je crois que c'est qui, la Tunisie, je sais plus. C'est quelle équipe? Non, la France a perdu un match, son troisième match de poule. Là. En phase de poule. Elle a perdu 1-0 contre la Tunisie, je crois. Ah bon? Oui. Je me rappelle plus. C'est 1-0. Oui, quand Deschamps a mis l'équipe B. Oui, l'équipe B, oui. Mais en ouais. tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on regarde les pronostics, je pense que la France est largement favorite. Et ce serait une grande première dans l'histoire moderne du football. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que le Brésil en 64 et en 70 qui avait remporté 2 Coupes du Monde d'affilée. Depuis là, aucune sélection nationale n'était parvenue à ce résultat. On se rappelle qu'en 86 et en 90, l'Argentine avait joué la finale face à l'Allemagne, mais dans les deux cas, elle avait gagné en 86 et perdu en 90. Donc, vraiment, ça va être intéressant. Merci. Et ce sera une revanche de 2018. On ne l'oublie pas, en quart de finale. Contre la France-Argentine. Exactement. D'accord. L'histoire nous emmène dans combien d'années en arrière? Je crois 214 ans, 214-15. On va en 1809, on va parler de Napoléon Bonaparte. En fait, on va parler du divorce de Napoléon Bonaparte. Pour ceux qui ne le savent pas. Le cousin de René Rudé. Napoléon Bonaparte, il s'est marié 2 fois. Il s'est marié une première fois avec Joséphine de Beauharnais, qui était une roturière qui avait même déjà des enfants. Et puis, il a épousé en 1704, et puis en 1804, pardon, et il va convoler en secondes noces avec Marie-Louise Habsbourg de Lorraine, qui était la fille de l'empereur d'Autriche, en avril 1810, donc un an après son divorce, le 15 décembre 1809. Alors, pour bien comprendre la raison du divorce de Napoléon et avec son épouse l'impératrice Joséphine, c'était que Napoléon tentait déjà de répondre à une injonction qui était impériale, à savoir la nécessité de léguer une descendance, léguer une succession après au peuple français. Et donc, malheureusement pour lui, bien que Joséphine de Beauharnais, au moment où elle devient donc l'impératrice, donc l'épouse de Napoléon, elle avait déjà 2 enfants, elle avait un fils et une fille. Malheureusement pour elle, ces enfants, si tu veux, elle va être frappée d'une forme de stérilité secondaire, c'est-à-dire qu'après avoir fait ses 2 premiers enfants, il va se passer une longue période avant qu'elle ne se remarie parce qu'elle était une veuve. Et il faut savoir que la relation entre Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais, c'était une relation vraiment d'amour. C'était 2 êtres qui s'aimaient et Napoléon vraiment l'avait épousée par amour. Et donc, il espérait fonder une famille avec elle et qu'elle lui offre le successeur, notamment successeur mâle dont il avait besoin pour pérenniser son nom. Et donc, malgré de multiples tentatives, Joséphine n'a pas pu lui donner ce descendant mâle qu'elle espérait. Et puis, il y avait un autre problème. C'était que Napoléon étant empereur, ils étaient mariés à l'Église. Et donc, à l'époque, l'Église, et même jusqu'à présent, ne reconnaissait pas le divorce. Tout au plus, le divorce, l'Église reconnaissait la séparation de corps. Donc, le fait que les époux ne partagent plus la même couche. Mais le divorce était fermement condamné par l'Église. Et donc, il faut aussi savoir que le Code civil français, avant Napoléon, était géré en fait sous le joug de l'Église. C'était ce qu'on appelait l'Ancien Régime. Donc, c'était les règles fixées. Le mariage était régi par les règles fixées, notamment par l'Église. Et puis, tout va changer en 1804 lorsque Napoléon va mettre en place le Code civil. Pourquoi ? Parce que dans la société française, évidemment, de plus en plus de personnes demandent que le divorce soit appliqué parce qu'ils estiment que le fait que l'on impose la séparation de corps, ça ne répond pas
si tu veux, ça viole, si tu veux, l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui aspire à défendre la liberté des individus. Et donc, pour les Français, pour de plus en plus de Français, ils estiment que les règles du mariage telles qu'édictées par l'Église sont en opposition avec l'idée même de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prône véritablement la défense des libertés. Et donc, de plus en plus de personnes estiment que si deux personnes ont librement consenti à s'unir par les liens du mariage et que ces deux personnes-là estiment mutuellement qu'ils n'ont plus envie de partager ce mariage-là, donc l'option qu'il aurait offerte, à savoir la séparation de corps, ne sied plus à cette réalité-là. Et de plus en plus d'intellectuels vont même écrire à ce sujet, notamment par exemple Voltaire dans son dictionnaire philosophique. Lui, il va faire clairement la promotion du divorce dans la société française. Et c'est ce qui va se passer donc en 1804, grâce au Code civil mis en place par Napoléon. Ce dernier va instituer clairement le divorce dans la société française. Et donc, à partir de ce Code civil de 1704, il faut savoir que dès quelques années auparavant, notamment le 20 septembre 1792, la législation française avait déjà adopté un certain nombre de préceptes qui faisait que on intégrait désormais le divorce dans la législation française, le divorce comme étant la possibilité pour les mariés de pouvoir purement et simplement annuler leur mariage. Et donc, cette législation va se baser justement sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et donc, celle-ci qui défend les libertés individuelles et donc le fait que l'on puisse empêcher qu'un couple puisse divorcer alors que les deux parties consentent volontairement à se séparer, allait en violation de cette déclaration de 1789. Et c'est ainsi que, évidemment, donc, comme je l'ai dit en 1792, l'Assemblée nationale va adopter une législation qui permet d'adopter le divorce et celle-ci va être tout naturellement intégrée dans le Code civil de 1804. Et donc, en 1809, Napoléon Bonaparte, bien qu'empereur, il est aussi un citoyen français, il estime donc que lui aussi, il a le droit de demander le divorce. Et donc, c'est conformément à cela, mais il faut savoir que le divorce à cette époque n'était possible que lorsque les deux époux consentaient mutuellement, c'est-à-dire que les deux époux étaient d'accord sur le fait qu'ils n'avaient plus la volonté de consommer leur mariage, de partager, non pas seulement de partager la même couche, mais surtout d'être toujours unis par ces liens-là. Et donc, à partir du moment où les deux parties, donc l'homme et la femme, étaient d'accord sur le fait qu'ils ne voulaient plus être ensemble, ce n'était que dans cette condition-là que le Code civil de 1804 prévoyait de mettre en place le divorce. Et c'est ainsi que le 9 mars, et c'est ainsi que le 15 septembre 1809, dans les bureaux, dans le cabinet de l'empereur, il va y avoir donc tout le cérémonial relatif au divorce de Napoléon. Et donc, il va inviter, il y a non seulement Napoléon Bonaparte qui est présent et Joséphine de Beauharnais, il y a aussi sa fille qui est présente. Et donc, et à côté de lui, il y a les membres de son cabinet. Et donc, à partir de là, il va y avoir tout un cérémonial pour, évidemment, mettre en place ce divorce-là. Et donc, à partir de là, Napoléon Bonaparte va solennellement expliquer les raisons pour lesquelles il demande le divorce. Il explique que pour des raisons impérieuses, pour les raisons d'État, étant donné que Joséphine de Beauharnais n'était pas en capacité de lui offrir le descendant mâle dont il avait besoin pour les nécessités, je dirais, du pays. Et donc, il est obligé à contre-cœur de renoncer à la femme qu'il a toujours aimée. Et donc, et c'est la raison pour laquelle il demande donc le divorce. Et donc, Joséphine de Beauharnais, elle aussi, va par la suite prendre la parole pour expliquer qu'elle aussi, elle renonce au mariage avec Napoléon Ier parce que justement, pour les mêmes raisons, elle n'est en incapacité de pouvoir offrir le descendant mâle
que réclame son époux pour le bien de la France. Et donc, comme elle ne voudrait pas être un obstacle, si tu veux, au bon fonctionnement des institutions, et donc elle est contrainte de redonner à Napoléon Bonaparte sa liberté afin que celui-ci puisse trouver une autre femme qui puisse lui offrir la possibilité d'avoir le descendant tant espéré. Et donc, c'est ainsi qu'elle doit donc, non seulement la déclaration est verbale, mais aussi elle doit consentir par écrit cette déclaration-là pour la formaliser, pour graver, en fait, pour que, évidemment, on ait une trace qu'elle ait véritablement renoncé à son droit au mariage avec Napoléon Bonaparte. Et même, il y a une toile datée de 1846 qui avait été peinte par Henri-Frédéric Chopin qui montre un peu la manière dont ce cérémonial s'était élaboré. Et puis donc, à partir de là, bien évidemment, Napoléon va reconquérir son célibat, mais il ne va pas rester célibataire très longtemps, puisque en avril 1810, il va épouser en secondes noces la jeune Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, une jeune fille de 18 ans. Pourquoi 18 ans? Parce qu'elle est jeune, elle n'avait pas encore d'enfant, à l'opposé de Joséphine de Beauharnais, comme je l'ai dit, qui avait déjà un certain âge, qui avait même déjà des enfants. Et donc, à partir de là, le 20 mars 1811, Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, qui est la fille de l'empereur d'Autriche, va lui donner un jeune mâle, le jeune mâle tant espéré, et ce jeune mâle sera évidemment appelé Napoléon II. Et donc, ce jeune homme, bien évidemment, va connaître la plupart des mêmes enfances que les enfants qui vivent dans des palais royaux, qui sont des comment on appelle ça, des héritiers au trône. Il va avoir une enfance très aisée, mais avec un père très absent. Et surtout, malheureusement pour lui, à partir de 1814, il ne va pas, il est encore très jeune. Malheureusement, il va y avoir les événements que l'on connaît. Napoléon va d'abord abdiquer une première fois, puis il va être exilé sur l'île d'Elbe, non loin de la Corse. Et puis à partir de là, en 1815, 100 jours plus tard, il revient au pouvoir. Et puis après la défaite de Waterloo en 1815, malheureusement pour lui, il sera cette fois-ci exilé à l'île de Sainte-Hélène jusqu'à sa mort. Et donc Napoléon, lorsqu'il abdique pour la première fois en 1814, en fait, c'est la dernière fois aussi où il verra son fils. Parce que lorsque les événements vont se précipiter en France, son épouse, donc, va décider de prendre le jeune Napoléon II et de l'emmener en Autriche auprès de son grand-père, avec bien entendu le consentement de Napoléon, de son père. Et donc, à partir de là-bas, il ne reviendra plus en France jusqu'à la chute de Napoléon en 1815. Et même ça, lors de son exil sur l'île d'Elbe, il n'aura jamais l'occasion d'aller lui rendre visite, puisqu'il va rester dans la cour d'Autriche et donc auprès de son grand-père. Malheureusement aussi pour le jeune Napoléon, lui aussi il connaîtra une vie assez courte. Et il ne faut pas oublier que lors de la première abdication de Napoléon Ier, il va transmettre le trône à son fils. Malheureusement, son fils ne régnera que pendant 33 jours. Lui aussi remettra le pouvoir à une espèce de triumvirat qui sera à la tête du pays. Et puis, donc, quand Napoléon abdiquera, enfin, sera vaincu une bonne fois pour toutes en 1815, le jeune Napoléon II restera à la cour, auprès de la cour de son grand-père. Mais malheureusement pour lui aussi, il ne vivra pas longtemps puisqu'il mourra de tuberculose à l'âge de 21 ans, le 22 juillet 1832. Et il sera enterré dans un premier temps en Autriche, puis son cercueil sera ramené à Paris en décembre 1941 pour reposer auprès de son père au cimetière des Invalides. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'histoire. Ce matin, on parlait de Napoléon et de l'histoire du divorce. Donc, c'est le premier être humain qui a divorcé en France. Non, ce n'est pas le premier être humain, mais disons que c'est le premier monarque à appliquer, monarque français, qui va justement s'appliquer à lui-même les dispositions des propres lois que lui-même il avait. Comme pour montrer que nul n'est supérieur à la loi. Voilà, nul n'est au-dessus de la loi, exactement. C'est ça. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Restez connectés. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.